La Silicon Valley est le centre névralgique des industries de pointe californiennes, dont tout un chacun peut désormais se vanter d'utiliser au travers de son téléphone. En effet, le silicium, silicon en anglais, représente une part importante des matériaux constituant un ordinateur. Cependant, cette place indéniable auprès de l'humanité était articulée avec la loi de Moore, qui, si l'on doit la résumer, prédit l'augmentation de la capacité de calcul des ordinateurs, ainsi que de la complexité du matériel informatique pour un doublement tous les environ 18 mois. Bien que selon certaines sources, cette loi soit jugée comme approchant de sa limite depuis 2021, elle questionne la dépendance de l'humain envers les ressources terrestres qu'il emploie. On peut retracer l'usage du silicium dans l'histoire jusqu'au début de l'Antiquité dans de nombreuses civilisations. En effet, celui-ci est un composant majeur de la silice, aussi appelé dioxyde de silicium de formule SiO2, autrement dit, du sable. Les Égyptiens, entre 4500 et 3000 avant notre ère, confectionnaient avec des perles et de petits vases, et l'on retrouve dans cette région du verre fait de silice datant de 1500 avant notre ère. À cette même époque, on retrouve aussi des traces de ce matériau un peu plus au nord, en Phénicie, mais également beaucoup plus à l'est, en Chine, suggérant alors que cet élément est connu et utilisé, certainement en partie par le commerce, on peut même supposer que des tailles fines peuvent servir de troc ou de monnaie d'échange, mais surtout qu'il est présent partout sur la planète et que de nombreux peuples ont su en tirer parti. Le sable est encore nécessaire aujourd'hui non pas uniquement pour nos précieux ordinateurs et autres technologies, mais avant tout pour le verre et le ciment. Si la silice a un large usage dès la période antique, l'élément silicium est quant à lui découvert beaucoup plus récemment. La piste est ouverte en 1787 par Antoine Lavoisier, qui soupçonne la silice d'être l'oxyde d'un élément chimique fondamental, bien qu'il ne parvienne pas à isoler cet élément. C'est Sir Humphrey Davy qui propose en 1808 en anglais le nom silicium, du latin silis ou silex, qui veut dire littéralement caillou, avec la terminaison ium, car il croit qu'il s'agit d'un métal. 9 ans plus tard, le silicium est renommé en anglais silicon par le chimiste écossais Thomas Thomson, qui pense qu'il s'agit d'un non-métal comme le bore et le carbone, boron et carbon en anglais. En 1823, Jöns Jacob Berzelius parvient à préparer du silicium amorphe pur en chauffant du potassium métallique, puis en lavant le produit obtenu de manière répétée. Il est généralement retenu comme le découvreur du silicium. Le silicium sous forme cristalline est obtenu en 1854 par Henri Sainte-Claire Delville. Durant le siècle suivant, les connaissances sur le silicium et ses formes associées augmentent avec le développement de la cristallochimie et de la géochimie, permettant dans la seconde partie du XXe siècle un usage industriel de silicoxane et de résine de silicone. Le silicium est un métalloïde tétravalent, c'est-à-dire capable de former jusqu'à 4 liaisons avec d'autres atomes, à l'instar du carbone. La famille des métalloïdes correspond quant à elle à des éléments dont les propriétés, comme la masse volumique, la configuration électronique, l'énergie d'ionisation ou encore l'électronégativité, sont intermédiaires à celles des métaux et non-métaux. La famille compte le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine et le tellure. Le numéro atomique du silicium est le 14, indiquant ainsi que le noyau compte 14 protons, c'est-à-dire 14 particules de charge élémentaire positive. L'élément à l'équilibre, et donc le plus abondant, compte généralement dans le noyau 14 neutrons, des particules de charge neutre, et 14 électrons, des particules de charge négative qui gravitent tout autour. La masse molaire de ce composé est de 28,085 g par mol, une mol étant l'unité de la quantité de matière. Sa masse volumique est de 2,33 g par cm3, soit plus du double de celle de l'eau. Son point de fusion est de 1414 degrés, c'est-à-dire le point où l'état solide et liquide de l'élément vont coexister. Son point d'ébullition est de 3265 degrés et caractérise le point où l'état liquide et gazeux coexistent. À l'état solide, le silicium, sous forme native, tend à s'organiser selon un système cristallin cubique diamant, une forme dérivée du système cubique à face centrée, forme que prennent de nombreux éléments natifs. Les métalloïdes se comportent comme des semi-conducteurs, c'est-à-dire ayant une conduction électrique intermédiaire entre les conducteurs et les isolants. Le silicium est avant tout présent dans nos vies par le verre. Celui-ci se caractérise principalement par un atome de silicium lié à 2 atomes d'oxygène, soit noté SiO2. D'autres composants peuvent également être ajoutés au mélange. Cependant, sa structure amorphe et donc peu organisée lui donne moins de contraintes stoichiométriques, c'est-à-dire qui correspondent au respect des proportions des atomes entre eux au sein d'une formule chimique, par rapport au quartz, son homologue, puisqu'il est constitué exactement des mêmes éléments, mais ayant une structure cristalline. Notons également que le caractère fragile et cassant si bien connu du verre est dû aux liaisons rigides entre les atomes d'oxygène et de silicium à l'état microscopique. Le verre, principalement composé de silice, rappelons-le, est transparent, car les photons, qu'on peut qualifier de particules qui transportent la lumière, n'ont pas assez d'énergie pour exciter les électrons. En effet, si l'on veut qu'un rayonnement soit émis, et donc un rayonnement lumineux, un électron doit changer de position au sein de la structure de l'atome. Par exemple, le silicium contient 3 couches composées elles-mêmes. De sous-couches pour répartir ces 14 électrons. L'énergie nécessaire pour déplacer un électron vers une autre couche est appelée potentiel d'ionisation et s'élève pour le silicium à 8,12 électronvolts.
Une fois cette énergie atteinte, l'atome peut perdre ou gagner un électron et par conséquent est appelé un ion. Si l'on revient au cas du verre, sa transparence est donc due à l'immobilité des électrons qui laissent passer les photons au travers de la matière sans jamais les absorber. L'électronégativité d'un atome caractérise sa capacité à attirer vers lui les électrons des autres atomes avec lesquels il forme des liaisons. Dans le cas du silicium, son électronégativité est plutôt moyenne par rapport aux autres éléments du tableau de Mendeleïev, puisqu'elle s'élève à 1,9 pour être précise. Mais le quartz, composé majoritairement de silicium, a des propriétés piézoélectriques, pouvant donc transformer une énergie mécanique en une énergie électrique, comme c'est le cas par exemple en horlogerie avec les montres à quartz. Le silicium est le 8e élément le plus abondant dans l'univers. On en retrouve dans le corps humain, mais en faible quantité. Principalement présent dans les os, les tendons, les ligaments, les cartilages, la peau, les cheveux, les ongles et l'émail des dents. C'est également le 2e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. On ne le retrouve pas à l'état de corps pur, mais sous forme de dioxyde de silicium, aussi appelé silice. Celle-ci est associée à des oxydes métalliques dans des minéraux appelés silicates, qui constituent environ 90% de la croûte terrestre. Parmi ces minéraux figure le quartz, qui est le minéral emblématique du silicium, car il a pour formule chimique SiO2. Sa coordinance est de 4. Cela signifie que chaque atome de silicium est lié à 4 atomes d'oxygène par des liaisons covalentes. Il est classé parmi les tectosilicates, c'est-à-dire qu'il forme un réseau tétraédrique dans lequel les atomes de silicium sont au centre et les atomes d'oxygène occupent les sommets. Ces tétraèdres SiO4- sont tous liés entre eux par leur sommet. L'alpha quartz est le polymorphe le plus courant des cristaux de quartz. Il cristallise avec une maille hexagonale. On retrouve parmi les silicates les plus abondants le feldspath et le mica qui, avec le quartz, constituent le granit présent dans la croûte continentale. Le pyroxène est retrouvé dans les basaltes de la croûte océanique et l'olivine est présente dans les péridotites du manteau. Cependant, l'extraction de silice ne se fait pas dans toutes ces roches bien que le quartz soit présent dans presque toutes les roches continentales. Elle est extraite dans des gisements de grès et de quartzite. Le grès est une roche sédimentaire dont la formation résulte de la compaction de sédiments par leur enfouissement puis leur cimentation. Le quartzite est une roche graiseuse métamorphisée, c'est-à-dire que le grès est soumis à une forte température et à une pression moyenne. Cela se produit dans un contexte de collision continentale, comme par exemple lors de la formation d'une montagne. La silice destinée à la fabrication de verre provient de l'extraction de gisements naturels de sable. Le silicium possède 3 isotopes naturels stables. Le silicium 28, qui est le plus abondant, le silicium 29 et le silicium 30, qui sont tous les deux présents à des proportions inférieures à 5%. Et il possède également un isotope radiogénique, le silicium 32, d'origine cosmogénique. En effet, des rayons d'origine cosmique frappent les noyaux d'argon 40 présents dans l'atmosphère et les fragmentent en morceaux plus légers dont certains sont des noyaux de silicium. L'isotope 30 et l'isotope 28 font l'objet de recherches pour améliorer la conductivité thermique des semi-conducteurs ainsi que pour étudier l'effet isotopique sur celle-ci. L'isotope 29 est utilisé en spectroscopie à résonance magnétique nucléaire, tandis que l'isotope radiogénique 32 pourrait être utilisé pour dater les sédiments siliceux, les eaux souterraines et les glaciers. Sa détection est très difficile due à son faible taux de production dans l'atmosphère. Il n'est présent que sous forme de traces dans l'environnement. Il existe 3 niveaux de pureté du silicium permettant chacun des usages industriels différents. Le silicium métallurgique réduit le coefficient de dilatation thermique. Il est utilisé pour produire des alliages d'aluminium utilisés dans l'automobile, l'aviation, le transport maritime, le bâtiment, les équipements ménagers, les câbles électriques et les emballages. Le silicium de qualité solaire a des propriétés semi-conductrices. Il est utilisé dans les cellules photovoltaïques pour la fabrication de panneaux solaires. Et enfin, le silicium de qualité électronique a aussi des propriétés semi-conductrices, mais celui-ci est utilisé dans la fabrication de circuits intégrés dans les appareils électriques tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs. Nous faisons également un usage quotidien du silicium car celui-ci constitue à plus de 50% le verre utilisé pour fabriquer les fenêtres, les miroirs, les emballages et le matériel utilisé en laboratoire ainsi que dans les usines à production chimique. Il permet également la fabrication des silicones utilisés dans des produits comme les revêtements anti-adhésifs, les adhésifs, les lubrifiants, les implants médicaux ou les ustensiles de cuisine. L'empreinte carbone de la fabrication et la purification du silicium est élevée. En effet, l'extraction de quartz peut entraîner l'érosion des sols, la pollution de l'eau et la perte de biodiversité. Elle demande aussi beaucoup d'énergie, mais pas autant que la réduction de silice qui requiert 12 000 kWh d'électricité pour la production d'une tonne de silicium et nécessite aussi beaucoup de carbone utilisé sous forme de coke de pétrole ainsi que de charbon et du bois. Néanmoins, elle est compensée dans le cadre de la transition énergétique si on prend en compte la contribution du silicium dans les énergies solaires et les batteries de stockage qui permettent la réduction des émissions globales de CO2 à long terme. Des premiers souffleurs de verre de l'âge du cuivre aux micropuces électroniques dernier cri de notre âge du silicium, le silicium est un élément de premier plan de nos sociétés. Composant 28% de la croûte terrestre, il est présent dans de nombreuses roches par le biais de différents minéraux. Les silicates, le groupe de minéraux le plus représenté sur Terre. Selon certaines théories en exobiologie, le silicium n'aurait pas uniquement ce monopole sur la matière inerte,
mais pourrait remplacer le carbone du fait de certaines propriétés proches dans l'élaboration de structures vivantes dans des environnements contenant des liquides mais dépourvus d'oxygène, comme c'est le cas par exemple sur Titan, où l'on soupçonne l'existence de lacs d'hydrocarbures. Bien que très hypothétique, cette éventualité ne serait qu'une capacité de plus sur la longue liste des possibilités qu'offre le silicium.